Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend semblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. La préhistoire est la période de l'histoire humaine qui précède l'invention de l'écriture. Elle correspond à un très long moment, couvrant plusieurs millions d'années, pendant lequel les premiers humains ont émergé, évolué et se sont développés et ont développé des cultures avant de laisser des traces écrites. La préhistoire, c'est en quelque sorte l'histoire avant l'histoire. On ne dispose pas de textes, seulement des objets, des outils, des ossements, des peintures rupestres. Ce sont les archéologues, les paléontologues et les anthropologues qui reconstituent cette période grâce aux fouilles, à la datation et à l'analyse des vestiges matériels. Son début, il y a environ 3 millions d'années avec les premiers hominidés, et elle se termine entre 3300 jusqu'à 1000 avant notre ère. Selon les régions, il s'agit de l'invention de l'écriture en Mésopotamie, en Égypte, en Chine, ou l'arrivée de l'Homo sapiens, comme on dit. Pour nous accompagner dans la découverte de l'homme moderne, en partant de l'homme préhistorique, nous avons avec nous Zoubida Mamelia. Elle est historienne, femme de lettres, d'abord ancienne de la culture, mais aussi ancienne de l'éducation, ancienne professeure, et aujourd'hui experte en patrimoine et écrivaine. Zoubida, bonjour. Bonjour. Je voudrais juste ajouter que l'histoire a beaucoup d'intérêt pour moi. J'en doute pas, voilà. J'en doute pas. Je veux absolument savoir d'où je viens, comment mon pays, comment le continent africain est né, comment il a contribué à la création de l'humanité. C'est mon intérêt. La préhistoire qui nous raconte d'où vient l'humanité, comment elle a survécu, comment elle s'est adaptée. Elle éclaire nos origines communes, au-delà des cultures et des civilisations. Elle permet de comprendre les transitions majeures de la nature à la culture, de la survie à l'organisation sociale. Tout ça, on le retrouve à travers des histoires que vous avez racontées, que vous avez romancées, que vous avez reformulées, modifiées et revécues. Ben écoute, la préhistoire pour moi est une période qui n'a pas de limite. On essaie de lui donner des limites, mais n'ayant pas d'indications temporelles précises, n'ayant pas d'éléments, disons, historiques précis, nous ne pouvons que nous baser sur les données scientifiques, c'est-à-dire les chercheurs ont réussi à exhumer de la Terre de tout ce qui... au sens propre, exhumer de la Terre, parce que c'est des fouilles. Et ils ont retrouvé des indicateurs de la présence d'une humanité qui a, ils l'ont même mise dans plusieurs périodes, ils l'ont classée en périodes, et plus ou moins fiable comme classement. Mais bon, ça reste quand même des données... Ça reste une science qui n'est pas une science exacte. À partir de données étudiées, d'éléments laissés par les premiers hommes sur notre espace, l'Afrique. En Afrique, effectivement, il y a deux hauts lieux qui prouvent la première existence de l'humain. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie, autrefois l'Abyssinie, je ne sais pas avant comment ça s'appelait. Afar, c'est les hommes Afar. Mais avant, on n'avait pas les noms des pays, on avait les noms des peuplements. Tout simplement, on n'avait même pas une idée de ce qu'est un pays, ni les frontières. C'était pas possible. On n'avait pas cette vision. Il y avait quand même des frontières naturelles. Tout à fait. Difficilement d'une montagne à l'autre. L'espace étant ce qu'il est, l'immensité. Comment voulez-vous que l'esprit d'un être humain puisse embrasser tout à la fois et nommer les choses? Non. L'espace le dominait déjà.
Il devait s'accommoder cet espace. Et c'est les premiers humanoïdes, ce sont des Homo faber, l'Homo erectus d'abord. Mais on aura le temps d'y revenir, parce qu'il y a eu beaucoup d'Homo avant d'arriver à l'Homo sapiens. Tout à fait. L'Homo faber, il fallait absolument qu'il fasse quelque chose de ses mains. Créer. Oui, d'où faber, fabriquer. C'est ça qui va faire sa distinction des autres êtres des sur autres Terre. hominidés. Et voilà, il a cette capacité de créer quelque chose de ses mains. Et puis, il y aura l'Homo sapiens, évidemment, qui a le savoir. Vous parliez de deux entités géographiques, donc l'Éthiopie d'une part, et puis l'autre, c'est c'est l'Algérie actuelle. Là que tu as du côté entre Sétif et l'Alma. C'est un espace qui a prouvé l'existence de l'humain à une période très, très, très lointaine, 2,4 millions d'années, alors qu'en Éthiopie, c'est 2,6 millions. C'était entre 2,6 et peut-être 3 millions d'années. Tout à fait. Alors, on est dans cette tranche d'âge. Et nous... Il y a eu quand même une découverte avant qui est venue après, parce que l'Éthiopie, c'était, enfin, Lucie, j'y reviendrai. Lucie, c'était en 1997, je crois. Tout à fait. En 2000 et quelques. C'était chez nous. Non, c'était avant. Avant, c'est une découverte qui s'est passée au Tchad. C'est l'homme Toumé. L'homme Toumé, qui est quand même plus vieux que Lucie. Oui. De 3 millions d'années. Tout à fait. Mais du coup, lui, il n'est pas tout à fait en position debout. Tout à fait. C'est l'homme erectus qui essaye de se... un chaînon intermédiaire entre les... On n'est pas sûr encore. D'ailleurs, c'est très simple. On a mis en stand-by cette recherche-là. Elle n'est pas aussi tellement... parce qu'elle est venue très tardivement. Très tardivement. Elle est encore à l'étude. On est en train de la préciser, d'aller vers des précisions. Toujours est-il qu'il faut considérer quand même deux hauts lieux d'existence de l'humain, c'est l'Éthiopie et l'Algérie. L'Algérie, avec une découverte qui a commencé, ça fait quelques années, mais qui a été revue et corrigée. Donc, parce qu'à chaque fois, on fait des découvertes. Mais jusqu'à présent, c'est-à-dire, on n'est pas encore arrivé au bout. Peut-être qu'on va découvrir, peut-être qu'on est peut-être le premier nid d'existence de l'humain. Oui, parce que, oui, la recherche est encore... Mais ce qui est certain, à ce jour, ça s'est passé en Afrique. Tout à fait, et en Algérie. Oui, je suis assez chauvine lorsqu'il s'agit de notre histoire. Mais avant, moi, j'ai essayé de créer un espace humain à travers les âges de la préhistoire, avec 3 données humaines et 3 lieux. Il y a Tirnif, on a trouvé les restes humanoïdes. Ternif qui se trouve du côté de l'ouest, à côté de Mascara. L'homme de Palikao. Et puis Berlater avec l'homme terrien qui se trouve du côté de Tébessa actuel. Tébessa, voilà. Ça s'appelle Berlater jusqu'à présent. Et puis il y a un autre lieu autour de Constantine. C'est le Capsien qui va jusqu'à Gafsa. D'où le nom Capsien. Et c'est la dernière chaîne, si vous voulez, avant l'histoire. On va basculer avec les Capsiens, on va basculer dans l'histoire. Voilà. Et moi, quand j'ai écrit, donc, j'ai essayé d'imaginer. Évidemment, il n'y a pas d'histoire à raconter, il n'y a pas de nom de personne, il n'y a pas d'acte édifiant pour dire que l'homme était là, qu'il a fait ceci, cela. À partir de certains indices, et à partir vous avez réécrit des histoires. J'écris des fictions. Voilà, donc on était en train de parler de vos histoires, des histoires que vous allez écrire pour romancer un petit peu la préhistoire. Mais avant ça, peut-être qu'on devrait parler un petit peu de la philosophie de vie de ces hommes préhistoriens. Tout à fait. L'homme s'est tout de suite distingué de l'animal par une façon de faire, une façon de concevoir la vie, concevoir les rapports entre humains, de concevoir les rapports à la mort, parce qu'il y en avait qui mouraient et qui ne revenaient pas à la vie. Parce que mourir, c'est quoi? C'est rompre avec la vie. Et ça, partir. Il fallait le comprendre. Et surtout, ce qui est important, c'est d'inventer l'enterrement. L'enterrement, c'est-à-dire quel traitement ils allaient faire à celui qui ne va pas revenir.
Oui. Parce que mourir, ce n'est pas revenir, il ne reviendra pas à la vie. Il était là avec eux, puis il va mourir. Accepter l'idée qu'il ne reviendra pas. Comprendre déjà. Et comment ils vont le traiter après? Comment ils vont faire D'où l'enterrement. Pour l'enterrement, est-ce qu'ils vont le laisser? Eh bien, il se trouve que très très tôt, ils ont eu à traiter, justement, avoir un rapport aux morts. Ils ont essayé de préserver des bêtes, donc d'être dévorées, en l'enterrant dans la terre, en le mettant surélevé. Ils ont imaginé énormément de choses, jusqu'à la tombe, jusqu'à mettre les fameux menhirs protégés par de grandes plaques Ouais, mais ça c'est venu bien après. Non, c'était déjà le bloc, la grosse plaque pour. Il fallait les dolmens. Voilà, les grosses pierres, on en trouve un peu partout. Là où il y a un peu partout en Afrique. Voilà, c'était une façon d'empêcher la bête d'aller vers le corps. Oui. Tout simplement, parce qu'ils pensaient qu'il fallait quand même entretenir une relation avec la personne qui n'allait pas revenir. C'était le premier rapport avec la mort. Et après, ils ont eu l'idée de conserver quelque chose du mort. Une partie du corps, un os, par exemple, que la veuve devait porter sur elle, ou bien que l'enfant, l'orphelin devait porter. Ça représente quoi, ça? C'est le souvenir du mort ou c'est l'interdit? C'était la relation, c'est-à-dire continuer. De ne pas couper la relation. Ne pas couper la relation et le laisser vivre à travers ça. C'est très intéressant parce que ça suppose, ça donne en tout cas un sens à cette relation que les Africains ont avec l'ancêtre. L'ancêtre. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont découvert un crâne avec 2 trous dans les tempes. Oui. Comme si le crâne faisait accroché quelque part. Comme un pendentif. Comme un pendentif, oui. Vous vous rendez compte de ça? Cette découverte a fait penser... Je ne crois pas qu'on le portait autour du cou parce que ça avait Je ne sais pas, il devait peut-être... Il était là, ce crâne, et cette découverte a fait penser justement à un traitement particulier d'une partie du corps du mort. Et oui, et quand on accède justement à ce traitement qu'on fait aux morts, c'est qu'on a atteint déjà une dimension abstraite. La mort, c'est quelque chose d'abstrait, même si le corps physique... Mais comment concevoir la mort? On était déjà dans la pensée abstraite. Oui. On était déjà dans la religion. Quelque part. Ce qui sera par la suite. Parce que quand vous observez certaines figures rupestres, vous allez retrouver les animaux, vous allez retrouver les enfants, vous allez retrouver les femmes, vous allez retrouver toute forme de vie qui bouge, qui fait quelque chose. Et vous allez retrouver une figurine qui dépasse tout le monde. Quelque chose de géant. Et c'est une façon de représenter en quelque sorte une puissance supérieure, une puissance qui dépasse l'humain. Et ça, c'est la preuve qu'on était déjà dans une pensée religieuse, une pensée abstraite. On s'imaginait une puissance qui nous domine et qu'on ne peut pas connaître, qu'on peut à peine imaginer en la représentant à notre image et en lui donnant des proportions énormes. Donc on est déjà dans l'imagination d'un au-delà, voilà. Ce sont des éléments qu'on retrouve. Les peintures rupestres, c'est une preuve concrète de la vie, du vécu de cette époque-là. Juste pour préciser que les peintures rupestres, c'est quand même moins de 5000 jusqu'à moins de 50 voire 55 000 avant notre ère. Et donc ça remonte assez loin. Mais ce n'est pas suffisamment loin par rapport au développement de l'Homo sapiens. Parce que l'Homo sapiens, c'est à peu près 100 000 ans avant notre ère. Tout à fait. Puis il a voyagé, l'Homo sapiens. Il est allé un peu partout. Oui. Mais il est parti d'Afrique aussi. Oui, je voudrais d'abord revenir sur l'idée. On parle de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Le mot cro veut dire trou, veut dire caverne. C'est un mot occitan, je crois que c'est un mot qui est né dans la Basse-France, du côté des Pyrénées. C'est un mot qui appartient à cette langue-là. Cro-Magnon, c'est-à-dire celui qui habite la caverne. Donc, les Cro-Magnons, il y en avait un peu partout. Bah oui, ce que nous découvrons aujourd'hui, les gravures rupestres, c'est quand même dans des grottes, c'est rarement en plein air. Et quand on parle donc de la préhistoire, nous sommes intéressés par la préhistoire de l'Afrique. Donc, on ne va pas extrapoler pour aller en Asie ou aller ailleurs. On va peut-être parler de l'homme africain qui est allé
vers l'Orient. Le croissant fertile, ils ont créé un espace où l'agriculture va naître. C'est l'homme encore qui va se développer. En créant de l'agriculture, il va trouver le moyen de survivre. L'agriculture qui est d'abord le résultat d'un hasard. D'un hasard. C'est tombé par hasard et puis on repasse par là. C'était un homme cueilleur. Donc la cueillette était très importante. Il grappillait un petit peu toutes les graines, toutes les baies qu'il pouvait trouver. Et la création du blé va être l'effet d'un hasard. On va laisser tomber une gerbe dans une mare où il y avait déjà de la boue. Cette gerbe va germer. Elle va donner plus de grains. Beaucoup et plus. Le fait d'avoir eu plus de grains, ça a inspiré plus d'un de transformer, donc de prendre le grain et de le semer ailleurs. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et on est passé ainsi de l'homme cueilleur à l'homme à l'agriculteur. L'agriculteur, c'est quelqu'un qui déjà va s'assurer la survie par un travail de traitement de la nature, à partir de ce qu'elle produit déjà. Et déjà, on est dans une phase très très avancée de l'homme. Oui, bien sûr. On est passé. C'est déjà l'homo sapiens, c'est-à-dire il est arrivé à un degré de savoir très développé par rapport à ce qu'il était auparavant. On peut dire que tout a commencé en Afrique. La préhistoire est une période indéfinie qui couvre plusieurs millions d'années, depuis l'apparition des premiers hominidés jusqu'à l'invention de l'écriture, aux premières civilisations organisées, qui ont laissé des traces écrites, c'est-à-dire avant l'histoire proprement dite. Parmi les grandes périodes, on peut citer le Paléolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre ancienne, sa période la plus longue, d'environ 3 millions d'années. Elle s'étend jusqu'à 10 000 ans avant notre ère. C'est là que se situe Lucie, l'homme de Ain Boucheret et toutes ces découvertes dont on a parlé. C'est la période du nomade chasseur-cueilleur. C'est aussi les premiers outils en pierre taillée, maîtrise du feu, l'art rupestre, les tout premiers. Ensuite, il y a l'âge ou la période mésolithique, qui est l'intermédiaire entre le paléolithique, qui va aller jusqu'à pratiquement le sapiens, qui va aller jusqu'à l'homo sapiens, en passant aussi par le néolithique. Le terme néolithique veut dire le nouvel âge de la pierre. C'est là que va se développer l'agriculture, l'élevage, la poterie, la création des villages. Elle commence à peu près entre 10 000, 7 000 jusqu'à 3 000 ans avant notre ère. On peut citer à cette époque-là la découverte des Stonehenge en Angleterre, 3000 ans avant notre ère, ou Nabta Playa, le Stonehenge africain. On l'appelle le Stonehenge africain qui a été découvert en Égypte, à peu près vers 7000 ans avant notre ère. Puis on peut citer aussi l'Homo habilis, l'Homo erectus, pour qu'enfin vienne l'Homo sapiens, l'homme moderne. L'homme moderne se définit donc par le développement du langage, des rites funéraires, de l'organisation sociale, de l'art, comme les peintures rupestres, les gravures, qui témoignent d'une pensée symbolique. Ces derniers temps, on parle de sapiens sapiens. C'est une sous-espèce de l'humain moderne actuel, c'est-à-dire nous, les êtres humains contemporains, qui ont évolué. Évoluer, ça ne veut pas dire devenir mieux, c'est devenir différent. Ça, c'est sapiens sapiens. Madame Amelia, vous êtes avec nous sur Ifriqiya FM, on parle de quelques trésors d'Afrique. On a parlé du trésor principal de l'Afrique, qui est la découverte archéologique, puisque la vie a commencé en Afrique. Les premiers hommes ont apparu en Afrique. Et c'est à partir de l'Afrique que sont partis ceux qui d'autres lieux pour essaimer, pour créer d'autres humanoïdes, pour arriver aux civilisations humaines. Oui, qui sont datés aussi, voilà. Parce que la création d'autres humains sur d'autres lieux sont datés. Mais tout ça, vous les avez revus avec un regard romancé. Vous avez fait quelques histoires.
Alors dites-nous comment vous avez trouvé un lien pour placer l'homme préhistorique dans la modernité, ou plutôt le contraire, l'homme de la modernité dans la préhistoire. Tout à fait. Alors moi, je me suis dit, ces hommes ne vivaient pas isolés, ils vivaient en groupe. Donc, il devait y avoir des intrigues entre eux. Il devait y avoir des jalousies, il devait y avoir des querelles, il devait y avoir des sentiments, il devait y avoir des vieux, des moins vieux, il devait y avoir des enfants. Comment naissait l'enfant? Comment on concevait la naissance d'un être humain? Comment on allait expliquer certains éléments qui arrivent dans un groupe humain? Et j'ai créé des fictions à partir de ces problématiques. Par exemple, l'homme de Palikao, c'est un groupe qui vivait au bord de l'eau, évidemment, mais ils avaient une caverne juste à côté où ils pouvaient se réfugier en cas de danger. Mais c'était une matriarche qui commandait, une femme. Une femme. C'était courant d'ailleurs. Hein. Pourquoi? Parce que les gens ne vivaient pas beaucoup, ils ne vivaient pas longtemps. Et celle-ci avait dépassé justement la norme de l'époque, et on va la considérer comme quelque chose qui a échappé au temps. Et on va lui donner du pouvoir. Elle va commander en quelque sorte. Le temps va lui donner du pouvoir. Voilà. Et elle va être un petit peu celle qui va ordonner, organiser la communauté. Elle va décider du temps de chasse, elle va décider par exemple qui va partir, qui va rester. C'est elle qui va distribuer les rôles dans la communauté, on lui obéissait. Et un jour, justement, elle a essayé de comprendre pourquoi les femmes devenaient enceintes. On ne savait pas. Pourquoi vous savez comment les femmes devenaient enceintes à cette époque? À cette époque-là, non. On ne pouvait pas le savoir. Oui, il n'y avait pas d'échographie. Même si il y avait l'accouplement, mais on ne savait pas, il n'y avait pas de cause il n'y avait pas de cause à effet. Voilà. Non, pas du tout. Oui. Alors, quelque part, c'était un miracle. Surtout que certaines ne le deviennent pas. Voilà. Et on comptait, on ne savait pas compter le temps. Il y avait une longue durée, et puis après, un enfant naissait. On pensait que les femmes étaient elles-mêmes génératrice de la vie, ce qui n'est pas faux. Cette époque-là, c'est-à-dire on n'est pas dans la thèse créationniste, on est dans la thèse évolutionniste. On est vraiment dans la biologie. La biologie qui n'est pas alors encore elle, la femme, va se poser cette question jusqu'au jour où là c'est moi qui crée, c'est la fiction. Oui. Il y a eu je sais pas, l'agression d'une autre tribu qui passait par là. Imaginez des gens qui étaient d'autres couleurs, avec des yeux bleus peut-être, avec, je sais pas, une autre configuration physique. Et ils vont se faire la guerre. Ils vont garder quelques spécimens de cette... quelques-uns qu'ils ont gardés en tant que prisonniers. Puis après, ils les ont intégrés. Et puis voilà qu'un enfant va naître. Le mélange des deux. Voilà. Binational. La couleur elle va faire la relation. Voilà. Donc, avant, ils pensaient que c'était la lune, après c'était le soleil qui donnait naissance, qui influait sur... C'était pas encore les choses. On essayait d'expliquer par un certain nombre de phénomènes. C'était une fiction pour comprendre la naissance. Comment on est arrivé à cette pensée de la naissance. Ce n'est pas la seule histoire que vous avez racontée. Pas du tout. Vous avez une autre. Et là, dans cette communauté, ils vont découvrir quand même le feu qui va leur permettre de manger des choses cuites, d'avoir de la lumière la nuit, et surtout de faire peur aux animaux. Donc ils se barricadaient avec le feu, et il y avait des rivalités entre frères. Ah ben oui, Cain et Abel. Qui était aimé plus que l'autre, que faisait l'un pour l'autre. Voilà, ça fait donc des rivalités de ce genre-là, et ils se faisaient mal quand ils se battaient, ils se faisaient mal. La violence était innée pratiquement chez eux, c'était de l'autodéfense. À l'époque, ils n'avaient que non, si c'est... Ce n'est pas que de l'autodéfense, c'est aussi de l'agression. Oui, bien sûr, c'est le deuxième être humain. Il a cette tendance à vouloir l'agressivité en même temps. L'autre histoire que j'ai pu créer, c'est aussi la recherche de cause à effet.
comment on va expliquer certains phénomènes naturels? Il y avait le tremblement de terre, il y avait les volcans, il y avait l'homme était Toujours dans persécuté. l'homme préhistorique. Tout à fait, nous sommes dans cette... Nous sommes en train de Alors, réexpliquer. tout à fait. L'homme était agressé par la nature. Là où il allait, il rencontrait donc des catastrophes naturelles qui ébranlaient sa vie. Oui, le monde n'est pas toujours gentil, Pas du effectivement. tout. La nature, surtout. Les inondations, des choses. Il a eu Les à incendies. se battre contre ça pour sauver ce qu'il pouvait sauver. Il mourait de mort violente dans ces catastrophes. Et il y a eu un moment, la deuxième histoire, c'est que il va y avoir une sorte de tremblement de terre. Un volcan va exploser pratiquement sous leurs pieds, ils fuient. Et le chef, à l'époque, on l'appelait l'homme-loup, parce il portait la fourrure d'un loup. Il voulait se donner cette apparence. Déjà, le chef voulait se distinguer par un accoutrement donné. Et tout le monde lui obéissait, mais cette fois-ci, quand il y a eu le tremblement de terre et donc le volcan, a explosé, il n'a pas su diriger la tribu. Il n'a pas su. Il les a entraînés carrément vers le danger. Et c'est une femme encore qui va avoir l'idée de s'arrêter et de voir d'où venait le vent, c'est le cas de dire. Elle s'est rendue compte que... Parce que le vent ramène avec lui les poussières chaudes, les étincelles. Et il couvrait les points d'eau. Cette poussière couvrait le point d'eau, elle l'a compris. Et donc, elle a dirigé la communauté vers un autre sens. Et même le chef lui a obéi. Le sens contraire au sens du vent. Tout à fait. Et ils ont compris, ils l'ont suivi. Et c'est là où ils se sont retrouvés du côté de Berladr. Donc, j'amorce l'autre histoire avec Berladr. Et elle arrive avec sa communauté. Ils avaient soif, ils étaient fatigués, mais ils avaient peur. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils ont trouvé un groupe de chasseurs qui étaient en train de chasser des poules d'eau. C'est la proie la plus facile à prendre. D'autant plus qu'à l'époque, l'homme a créé une arme de projection. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'aller jusqu'à la bête pour il suffisait des armes à jet. Et effectivement, elle savait manipuler l'arme à jet. Et lorsque le chef avait lancé la pierre, sa pierre à elle est partie plus tôt. Et donc, elle a réussi à avoir la proie. Et l'homme a compris que c'était pas ça. Il voulait savoir qui avait lancé la pierre. Et il va la découvrir. D'accord. Nous sommes avec Soubida Amelia. Elle nous parle de préhistoire, d'une histoire de l'humanité qui a commencé il y a très très longtemps et qui a commencé en Afrique. Elle a voulu romancer cette histoire. Elle lui a donné un sens. Comment l'homme a commencé à réfléchir, comment l'homme a commencé à travailler, comment l'homme a commencé à s'humaniser. Et je pense que son histoire n'est pas terminée. La nôtre est presque terminée, hélas. Et donc, je vais lui poser une dernière question. Zoubida, la préhistoire n'a pas encore dit son dernier mot. Pas du tout. Puisque les découvertes nous montrent toujours qu'il y a plus loin encore dans le temps. On avance vers l'homme matérien. L'homme matérien était déjà un homme qui savait conserver la nourriture et qui savait conserver l'eau, transporter l'eau. C'est vital. C'est très, très, très important. Et que pensez-vous qui va se passer là dans l'avenir en archéologie, en géologie? Est-ce que vous avez imaginé ce qu'on peut encore découvrir dans la préhistoire? On va découvrir que l'homme était déjà très avancé et que quelque part, il va nous donner des leçons. Parce que affronter la nature avec les mains nues, avec rien, on n'avait pas d'instruments, de technologie, de l'informatique, rien. C'était le cerveau. Même si à cette époque-là déjà, tailler une pierre, on l'appelait industrie. C'était l'intelligence et la capacité de l'homme à s'assimiler son univers, à s'accommoder donc des choses qui étaient autour de lui. C'est extraordinaire. C'est la plus haute technologie qu'on puisse imaginer. Et jusqu'au Capsien,
Le Capsien qui va justement, il est très évolué le Capsien, puisqu'il va vivre en groupe, il va domestiquer les bêtes, il va pratiquer de la médecine, la trépanation, même s'il il n'est pas très différent de nous en fait. Oui, pas du tout. À part qu'il n'avait pas l'électricité peut-être. Tout simplement. Et il avait, c'était la découverte de la roue. Tout à l'heure tu as parlé de l'écriture. Mais la roue, le chariot qui va transporter. Et c'est comme ça qu'il va voyager, qu'il va partir. C'est pas seulement à pied, mais aussi, il avait su... Oui, parce que partir à pied, c'est facile, mais prendre toute sa maison à pied, tout ce qu'il à avait dans la fait, maison, tout ce et qu'il les avait enfants. envie d'emporter. Eh bien, la roue va une grande donner à découverte. l'homme. Vous savez, quelqu'un qui se déplace, fatalement, il se développe. Quelqu'un qui reste sur place, il va dépérir, parce qu'il n'apprendra plus rien, et ce qu'il va apprendre, il va l'abandonner même. Mais celui qui avance, et qui va ailleurs, Il découvrira toujours autre chose. fatalement, non seulement il découvrira quelque chose, il va apporter quelque chose, il va améliorer, il se développe. C'est ça le développement. Le développement, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe de l'une, c'est l'effort de l'homme. Voilà, donc le développement, c'est l'effort de l'homme. C'est à travers ça que nous avons évolué à travers le temps. Nous avons parlé aujourd'hui de l'homme préhistorique qui a commencé en Afrique. Il y a de cela 3 à 4 millions d'années, peut-être même 7 millions d'années si on considère l'homme tchadien Toumé, qui n'était pas encore tout à fait, qui ne se dressait pas tout à fait debout. Il a commencé déjà à s'approprier les gestes et les actions de l'humain. Chers amis, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et de votre histoire. Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme. Nous individualise et nous rend semblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM.